Et si on remettait enfin les enfants au centre de nos sociétés ? On a un côté vieux crouton où on est blasé de tout. C'est hyper triste. Pour un enfant, tout est toujours nouveau, tout est toujours merveilleux. Franchement, mais c'est le meilleur exemple qu'on devrait suivre. À la fin de la vie, qui dit j'ai passé trop de temps avec mes enfants, j'ai pas assez travaillé ? Personne. Bonjour, je suis Clémence Pernoud. Aujourd'hui, dans Bien-être RZN Radio, je viens vous parler de l'édition 2026 de mes livres « J'attends un enfant et j'élève mon enfant ». Bien-être par RZN. La parentalité se transmet-elle aussi par les livres ? Il y a des ouvrages qui ne sont pas seulement des guides pratiques, ce sont des repères, des compagnons, des livres que l'on garde précieusement, que l'on annote, que l'on ressort des années plus tard, des livres que l'on offre à sa fille, à son fils, presque comme un passage de relais. Pour des millions de parents, J'attends un enfant et j'élève un enfant de Laurence Pernoud font partie de cela, des références absolues, presque des bibles de la maternité. Quand le premier paraît dans les années 50, c'est une révolution. À l'époque, on ne lit pas de livres sur la grossesse, on ne parle pas librement de maternité. Il n'existe pas de guide clair, accessible, destiné aux femmes. Laurence Pernoud ouvre une voie, informer, expliquer et puis aussi rassurer évidemment. Depuis, ces livres traversent des générations, ils accompagnent, ils se transmettent, ils deviennent des objets familiaux. Aujourd'hui, ils entrent dans une nouvelle étape de leur histoire avec l'édition 2026. Et cette histoire est aussi une histoire de famille, vous allez l'entendre, puisque je reçois la petite fille de Laurence Pernoud, Clémence Pernoud, qui a donc choisi de prendre la relève, qui porte fièrement cette nouvelle édition. Clémence, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Emeline. Clémence, je propose qu'on se tutoie parce que c'est venu spontanément. Tout à fait. Donc j'ai pas envie qu'on joue aux dames. Que nous ne sommes pas. Pas du tout, que nous ne serons jamais d'ailleurs. Je suis super émue de t'avoir en fait face à moi, parce que ce que je viens de dire, évidemment, je le pense. Moi, c'est une histoire familiale aussi, puisque quand j'accouche de ma fille, il y a 10 ans, mon papa arrive à la maternité, et donc j'ai l'émotion qui arrive, avec derrière son dos, ça commence par l'interview, le livre de ta grand-mère, celui de mon époque de 1982. On va être bien aujourd'hui. Ah ouais. Je prends un peu le relais si tu veux. Non, t'inquiète pas. Non, mais ça me touche. En fait, ça me touche énormément parce que pour moi aussi, tout ça, c'est beaucoup d'émotions. Moi aussi, je suis devenue maman sans mes parents. Donc, ces livres ont été hyper présents pour moi parce que, en fait, ils étaient un peu là comme ma famille, puisque les livres ont toujours existé dans ma vie. Et finalement, puisque au moment de devenir maman, j'avais plus mes parents, c'était un peu eux mes repères, mes piliers. Donc ça me touche énormément en fait que tu réagisses comme ça parce que c'est exactement ce que je ressens et ce que je transmets à travers ces livres-là. Donc merci d'avoir su me soutenir parce que j'essaye de travailler cette faculté de réussir à parler en pleurant. Et je n'y arrive toujours pas. Non, mais c'est pas facile. Il y a toujours ce moment où la gorge se serre, où tu te dis, oh là là, en plus, il ne faut pas que je pleure, que je parle, que j'ai cette drôle de voix. Et donc, tu vois, ça me permet de redescendre un petit peu. Et en plus, plus j'essaye de camoufler l'émotion, plus elle vient. Bien sûr. Donc, depuis hier soir, quand je pense à toi, je me dis, oh là là, va falloir rester calme. Non, et en même temps, je pense que c'est très important de ne pas cacher ses émotions. Enfin, si on parle des enfants, cacher ses émotions avec les enfants, c'est terrible parce que ça leur montre que les émotions, on ne doit pas les montrer, elles ne doivent pas exister. Donc non. Oh, t'inquiète pas, elles sont bel et bien là chez moi. Mais non, mais ce qui me touche profondément, c'est de me dire que je ne serais peut-être pas la personne que je suis si à un moment, il n'y avait pas eu ta grand-mère. Parce que on revient à ces années 50. Alors, je ne suis pas de cette époque, mais c'était révolutionnaire quand même d'avoir quelqu'un qui nous ouvre la voie. Moi, je me rappelle encore entendre mes grands-parents se moquer avec le recul de mes parents en me disant « Mais tes parents, ils se prenaient trop la tête avec leurs livres là, fallait tout respecter. » Et je pense vraiment que sans l'idée de ta grand-mère, je serais peut-être pas celle que je suis parce que ça a jalonné le début de mon existence en fait. Mes parents, ils se sont vraiment inspirés du travail qu'avait fait ta grand-mère et c'est d'autant plus émouvant de savoir que tu prends la suite aujourd'hui aussi, quoi. Donc merci. Écoute, merci à elle. Et moi, je me sens très, très honorée d'avoir la chance que ce soit ma grand-mère et de pouvoir reprendre son travail aujourd'hui. En fait, je pense que ce que tu viens de raconter, c'est un peu ce qui s'est passé dans beaucoup de familles. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand elle a commencé parce qu'elle était face à le constat qu'il n'y avait rien, aucune information. J'imagine le vertige. Elle est tombée enceinte, elle a cherché de l'information, il n'y en avait pas du tout. Aujourd'hui, c'est l'inverse, il y en a beaucoup, voire trop parfois. Ouais. On est submergé, mais au moins, si on a des questions, on a des réponses. Elle, il n'y en avait pas.
Et en fait, comme elle était journaliste, elle s'est dit, je vais utiliser mes compétences, mon savoir-faire de journaliste, et je vais le mettre à profit de ce sujet qui est si important. Parce que si moi, j'ai des questions, je ne dois pas être la seule. Et effectivement, son intuition était la bonne, parce que tout de suite, le livre a eu un succès fou, parce que évidemment, il répondait à un vrai besoin. Et ensuite, sa deuxième intuition que j'admire, c'est qu'elle s'est dit tout de suite, la société évolue en permanence, les recherches évoluent également, et donc je vais mettre à jour tous les ans cet ouvrage parce qu'il va y avoir des changements, et donc il faut qu'il reste à jour. Et ça, c'est assez révolutionnaire, je trouve, d'avoir eu cette intuition-là en son temps. Et toi, tu as quel souvenir de ta grand-mère Parce que toi, tu te construis aussi au milieu de toutes ces éditions, les unes après les autres. Ouais. Moi, j'ai des merveilleux souvenirs de ma grand-mère. On était très proches et on avait une relation très, très belle. Et puis, je ne peux pas dissocier ma grand-mère de ses livres. C'est impossible. En fait, son bureau était au milieu de son appartement. C'était son antre. Il y avait des papiers comme ça dans tous les sens. Et moi, quand j'étais petite, ça me fascinait parce que je voyais sa passion. Je la voyais travailler du matin au soir. Elle s'arrêtait jamais. En fait, elle avait toujours la tête quelque part dans ses livres. Et donc, pour moi, c'était un modèle vraiment très beau. En fait, je voyais qu'elle était portée par cette chose et que ce qui l'importait, ce qui l'animait, c'était de pouvoir soutenir les femmes. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une histoire de femmes, la maternité. Aujourd'hui, ça a changé. Mais cela dit, elle disait déjà, j'ai retrouvé pas mal de ses notes, elle disait déjà, le père est le grand absent, il faut l'inclure. Bravo, donc, merci aussi. Comme quoi, elle était vraiment visionnaire, elle avait quelque chose. Et donc, mes souvenirs sont une femme qui n'avait pas l'air comme ça, parce que elle était toute petite, toute frêle, toute menue, mais quand elle ouvrait la bouche, tout le monde se taisait autour, quoi. Elle avait une espèce d'aura comme ça, très impressionnante. Et tu penses qu'à l'époque, elle imaginait qu'il y aurait une transmission familiale, par exemple, que toi, un jour, tu reprendrais la suite ou pas ? Ça n'a jamais été dit, mais avec le recul, je pense oui. En fait, je ressens, et j'ai eu un peu des confirmations. En fait, moi, elle m'impliquait, elle me partageait tout son travail. Parfois, je l'accompagnais à des rendez-vous. On avait même été en vacances, en toutes les deux, chez un grand pédiatre américain avec qui elle travaillait. Enfin, elle était très proche son métier, c'était sa vie. Et donc, comme on était très proches, forcément, elle me partageait plein de choses. Elle me montrait, elle me racontait le courrier des lectrices qu'elle recevait. Ça, c'était très, très important pour elle. Elle répondait à chaque lettre et tout. Donc, moi, je me suis imprégnée de tout ça. Et en fait, il y a quelques temps, quand son éditrice de l'époque a appris que j'avais repris les livres, elle m'a dit « Je sais que votre grand-mère aurait été très heureuse de ça ». Donc, en fait, je ne sais pas à quel point elle a influencé volontairement ou pas, mais en tout cas, oui, évidemment. En fait, ma grand-mère, quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Toujours. Il faut se rendre à l'évidence qu'elle voulait certainement que je reprenne, et je reprends, et j'en suis très heureuse. À quel moment, justement, tu décides de prendre la suite ? Ça a été une évidence pour toi ? Ça a été une évidence ces dernières années. À l'adolescence, j'avais dit à mon père, tu sais, je crois qu'un jour j'aimerais bien reprendre les livres, parce que j'avais cette fascination, il y avait ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure, quand je l'ai dit à ce moment-là, c'était vraiment une envie ou c'était juste une idée comme ça. Et mon père m'a répondu une chose que je trouve vraiment très juste, il m'avait dit, fais ta vie d'abord et tu verras après. Et donc j'ai fait ma vie. J'ai fait des métiers de passion. J'ai eu la chance d'être créatrice costume dans l'opéra pendant 10 ans et je me suis éclatée. C'était vraiment... j'aimais ça à 100%. Et puis, en fait, au bout de 10 ans d'une vie quand même passionnante, mais un peu aussi avec des challenges, parce qu'en fait, je voyageais tout le temps. C'était super, mais au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. Et à ce moment-là, donc, je tombe enceinte. Et à ce moment-là, Agnès Grison, qui était la collaboratrice de ma grand-mère, qui avait pris la suite naturellement, nous annonce qu'elle va prendre sa retraite. Donc là, il y a une espèce de truc de planète qui s'aligne, et c'est vrai que là, mon envie, enfin, tout est revenu, tout a fait sens, et donc ensuite, effectivement, ça a été une évidence. Ce qui est beau aussi à voir, c'est que vous co-signez les livres, en fait, puisque le livre est signé Laurence
et Clémence Pernoud. Donc, c'est-à-dire que tu mets en lumière évidemment l'héritage de ta grand-mère et puis tu apportes ta touche de modernité. Ouais. Et il y en a besoin. Pourquoi ? Parce que, je le disais au tout début, moi, en 1982, année de ma naissance, mes parents s'achètent leur édition à eux. J'attends un enfant, puis j'élève mon enfant. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand j'accouche, mon père, pensant bien faire, m'amène la fameuse édition. Sauf que le monde a changé. Un petit peu. Et on n'est plus du tout les mêmes, plus de 30 ans après, à l'époque. Et donc, il y avait besoin aussi de mettre d'autres photos, de faire vivre les choses autrement, de parler de coparentalité. C'est hyper touchant aujourd'hui. J'aimerais ne pas m'en émerveiller. Ça voudrait dire que vraiment, c'est devenu normal. Mais je suis désolée, quand on ouvre ces éditions-là 2026, qu'on voit ces photos d'abord si vivantes, si proches de la réalité, sans se poser de questions, avec deux papas qui embrassent leur bébé, avec un papa qui joue avec sa fille à boire du thé. Enfin, c'est la vie de tous les jours, mais effectivement, on pouvait plus se contenter de se transmettre juste le livre de génération en génération parce qu'on a besoin de mouvement. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, merci beaucoup. Écoute, oui, en fait, pour moi, c'était des évidences. Encore une fois, ça fait 50 fois que je dis le mot évidence. Bon. Quand j'ai repris les livres, le fait est que je suis une jeune maman. Ma fille, quand je commence vraiment à travailler, ma fille a 9 mois à ce moment-là. Donc je suis en plein dedans et tout ce que j'ai insufflé dans le livre, c'est mon quotidien en fait. Donc ça s'est fait très naturellement et il y a des choses qui m'ont paru immédiates, des choses que j'ai voulu faire tout de suite. Il y a un papa en couverture. On parle de coparentalité tout du long. On inclut le partenaire à chaque étape. Parce que ça fait partie d'aujourd'hui. On invite les partenaires à être présents dès le tout début de la grossesse et c'est merveilleux, mais ça veut dire qu'il faut s'adresser à lui ou à elle. Il ne s'agit pas simplement d'attendre des partenaires qui soient là, qui sachent quoi faire comme ça. Donc s'adresser à eux, c'était l'évidence. Et puis ça me touche aussi que tu parles des photos parce que quand on ouvre un livre sur la parentalité, ça doit nous faire du bien. C'est-à-dire que les photos, elles doivent ressembler à ce qu'on est en train de vivre. Et donc, souvent, pour des raisons évidentes de praticité, de budget, les photos, c'est des banques d'images. Et en fait, ça c'était pas possible parce que les banques d'images, ça raconte pas la vraie vie. Ça raconte une espèce de truc un peu léché, avec un beau vernis dessus. Et quand on vient d'accoucher, il n'y a pas de vernis. On n'est pas du tout dans une image très léchée, très belle. Et donc, c'est culpabilisant. C'est encore un truc qui te fait dire « Mais pourquoi moi, je ne suis pas en train de vivre ça ?» Ce que moi, je suis en train de vivre, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc oui, les photos, c'est un vrai travail. On a refait aussi toutes les illustrations. Et c'est un tout. C'est vraiment un objet global qui doit permettre de soutenir au maximum les parents. Alors ce livre, tu ne le construis pas toute seule, on en parle effectivement aujourd'hui sur RZN Radio. Tu es donc, je rappelle à celles et ceux qui viennent d'arriver, Clémence Pernoud, et on parle de la nouvelle édition de ces bibles de la maternité, de la parentalité maintenant, on dit ça aussi. J'attends un enfant et j'élève mon enfant. Tu fais appel à des professionnels, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit ne vient pas juste de toi en fait. Bien sûr, c'est-à-dire que mon avis personnel n'intéresse personne et c'est pas du tout l'objet de ces livres. Non, en fait, grosso modo, mon travail, c'est de faire le lien entre les professionnels et les parents. Je suis une espèce de filtre entre tout ce que la science, les connaissances, la recherche, la psychologie, enfin, en gros, tout ce qui a trait à la parentalité, c'est-à-dire, c'est quand même très très grand, parce que ça va jusqu'au droit, jusqu'à toutes les règles administratives, etc. Et je fais un filtre pour donner aux parents toutes les informations dont ils ont besoin, la décrypter, la vulgariser si besoin, parce que je pars du principe que pour pouvoir accompagner son corps, pour pouvoir accompagner son enfant, il faut comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Là, par exemple, 2026, sur J'attends un enfant, j'ai repris toute la question de la douleur au moment de l'accouchement, dans le travail, dans le pré-travail, et sur la fin de la grossesse. Et pour accompagner cette douleur, si on comprend exactement ce qui est en train de se passer dans le corps, comment fonctionne une contraction, comment la tête du bébé va pousser sur l'utérus, etc. Toutes ces étapes-là, si on sait ce qui se passe dans son corps, on est
beaucoup plus à même de le supporter, l'accompagner, faire les mouvements qu'il faut quand on comprend, grosso modo. Et ça vaut pour tout. Dans J'élève, j'ai repris le sommeil des enfants, quand même un gros sujet. Oui. et c'est pareil, si on comprend ce qu'est un enfant, ça c'est quelque chose qu'on oublie complètement dans la société. Si on sait ce que c'est, un enfant, qui n'est pas un mini-adulte, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça, eh ben on va pouvoir l'accompagner. Et donc, c'est ça que moi je fais. Je travaille avec tous ces professionnels qui m'expliquent. Et vraiment, c'est passionnant. Franchement, j'ai l'impression, c'est sans fin et puis c'est tellement riche, c'est tellement intéressant. Et ensuite, je réécris tout ce qu'ils m'ont dit, je vulgarise entre guillemets et ensuite je leur soumets pour validation, toujours. Et je remets cette information aux parents. Mais c'est vrai que moi j'aime bien l'objet livre. Je trouve que c'est important parce qu'on le disait tout à l'heure, ta grand-mère, quand elle se lance dans cette aventure, dans les années 50, il n'y a rien qui existe. Donc ça passe par des livres. Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de choses qui existent. Quand on tombe enceinte, quand on devient parent, on va sur Internet et on trouve un peu tout et n'importe quoi et on ne s'y retrouve pas. Ouais. Donc je trouve ça très pratique de se dire qu'il y a un objet réel, palpable, qui peut vraiment nous être utile. Ouais, j'y suis très attachée aussi et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, à l'époque, tu l'as décrit, il n'y avait rien et aujourd'hui, il y a trop. Et on sait que l'humain a besoin d'un peu de choix, mais pas trop parce que sinon il est perdu. J'aime bien penser ce livre comme un refuge au milieu de toute cette information où il y a des choses très intéressantes et des choses à laisser de côté, comme toujours. Et donc, moi, je fais ce travail de filtre et l'objet livre, je le trouve vraiment très, très beau. Et puis, la grossesse, c'est un temps particulier, c'est un temps où il y a une espèce de... c'est un temps à part de la vie. Et d'ailleurs, on le dit, il y a ce terme matrescence que je trouve vraiment très beau, qui est la combinaison de maternité et adolescence, et qui montre à quel point la maternité, c'est le plus grand bouleversement dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que c'est encore plus fort que l'adolescence. Les changements hormonaux, chez la maman, mais aussi chez le papa, ils sont extrêmement puissants. Et donc, c'est naturellement un temps à part. Et c'est un temps où potentiellement on peut prendre le temps. Et donc on peut avoir ces livres. En plus, le fait qu'ils soient réédités chaque année, ça permet non seulement qu'ils soient toujours à jour, mais en plus, ça veut dire qu'on a l'édition 2026. Bah oui, moi j'étais enceinte en 2026. Et donc c'est quelque chose de... Ça rajoute au souvenir, au côté affectif de ce moment-là, en fait. Et c'est en ça que j'y suis vraiment très attachée. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans ta maternité à toi, quand tu as découvert le fait d'être maman? Tu vois, qu'est-ce qui t'étonne le plus aujourd'hui? Alors, moi, c'est très curieux parce que avec mon conjoint, ça fait 17 ans qu'on est amoureux. On a beaucoup de chance. Et pendant peut-être les 10 premières années, il était évident qu'on ne voulait pas d'enfant. Et puis, en fait, un jour, mon corps m'a parlé. C'est ça qui m'a fascinée. C'est que je me suis sentie mammifère. Vraiment, un jour, je me suis réveillée et j'ai eu l'impression que mon corps me disait j'ai envie d'enfant avec Laurent. Et à partir de ce moment-là, évidemment, je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans, je ne pensais plus qu'à ça. Et puis, en fait, la puissance du corps, après, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, dans les deux sens, parce que effectivement, ma première grossesse s'est merveilleusement passée tout du long, et à la fin, il y a eu cet incident qui est très rare et vraiment très grave. J'ai fait ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire, et donc c'est surtout les sages-femmes qui me l'ont dit avec des mots qui m'ont permis de comprendre grosso modo ce qui se passe. C'est-à-dire que le corps de la femme est incroyablement bien fait, et il est capable d'abord de créer un être humain. C'est quand même, quand on y pense vraiment, c'est quand même assez incroyable. Et il est capable de gérer ce bouleversement pharaonique. Et parfois, c'est trop. C'est trop et il capote. Et il y a un truc qui fait que ça marche plus. Et voilà, c'est et l'hématome rétroplacentaire, ça fait partie de ces choses-là qui sont imprévisibles et qui sont vraiment très graves. Mais donc, encore une fois, c'est la puissance du corps qui nous dépasse complètement. Et puis ensuite, quand notre deuxième fille est arrivée, je l'ai allaitée pendant 2 ans. Et là encore, la puissance du corps.
le corps nourricier. Moi, j'ai l'impression, je dis parfois, j'ai l'impression d'avoir commencé à exister quand je suis devenue maman. Parce que vraiment, tout d'un coup, la vie prenait un autre sens, ma vie prenait un autre sens. Et donc, oui, c'est devenu l'élément central de ma vie. Et puis voilà, je ne suis que maternité du matin au soir. Et en fait, ça me plaît énormément. Et est-ce que on peut revenir aussi sur le début de ton livre J'élève mon enfant, l'édition 2026, avec dès les premiers mots, quelque chose qui est pour le coup d'actualité. Tu commences par à une époque paradoxale où l'on célèbre l'enfant et où, dans le même souffle, on lui refuse l'entrée d'un café parce qu'il fait du bruit, dans un monde qui valorise l'autonomie, l'intelligence émotionnelle, la bienveillance, mais qui laisse souvent des parents seuls, épuisés et à bout de souffle. Et si nous commencions par remettre les enfants au centre de nos sociétés. Waouh. Bah ouais. Oui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas relu. Ça fait du bien. Je suis là pour ça, tu sais. Ouais. Non, mais et si on remettait enfin les enfants au centre de nos sociétés ? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on comprenait ce que c'est un enfant. Je discutais hier, quelqu'un qui me disait peut-être pas dès l'école. Je dis mais si dès l'école on expliquait, parce qu'on apprend comment faire des bébés, très bien. Déjà, il faut commencer par là, mais si on allait plus loin, si on expliquait ce que c'est qu'un enfant, et si on lui redonnait, je vais dire un truc très galvaudé, mais c'est ça qui me vient, c'est l'être de noblesse. Parce qu'un enfant, c'est quand même extraordinaire en termes de développement cognitif, en termes d'apprentissage. Un enfant, il est curieux de tout. Tout dans sa vie est nouveau. Nous, on a un côté vieux crouton où on est blasé de tout. C'est hyper triste. Pour un enfant, tout est toujours nouveau, tout est toujours merveilleux. Franchement, mais c'est le meilleur exemple qu'on devrait suivre. Et au lieu de ça, parce que effectivement, un enfant n'est pas lisse, mais ne peut pas être lisse par définition, il fait trop de bruit. On considère qu'il fait trop de bruit. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème qui a des tas de conséquences. Et une des premières, c'est que comme l'enfant dérange, on ne valorise pas le fait de s'occuper des enfants. Et donc, on n'encourage pas les parents à s'occuper de leurs enfants. On demande aux parents de les faire garder pour aller travailler parce que c'est ça qui fait avancer la société. C'est un leurre. Je reprends le mot de Julia Carninon qui s'adressait à l'Assemblée nationale dans toute cette réflexion sur la baisse de la natalité. C'est un leurre de faire croire aux parents que c'est mieux pour eux d'aller travailler plutôt que de s'occuper de leurs enfants. À la fin de la vie, qui dit j'ai passé trop de temps avec mes enfants, j'ai pas assez travaillé ? Personne. Tout le monde dit j'ai trop travaillé, j'ai pas assez passé de temps en famille. Et donc, ça met les parents dans des situations terribles parce qu'ils sont culpabilisés de tous les côtés. Et les enfants, en fait, au milieu de tout ça, ils s'en sortent. Parce que, en fait, c'est des enfants, ils ont des tas de ressources. Mais au final, est-ce qu'ils ont vraiment un socle de sécurité affectif suffisamment solide pour affronter la vie après ? Pas toujours. Vraiment, cette question centrale, c'est de remettre les enfants au centre, de comprendre qui ils sont et de les chérir plutôt que de dire « ils font trop de bruit ». C'est normal qu'ils fassent du bruit et c'est génial. En fait, il faut au contraire de faire des endroits où ils n'ont pas le droit d'être, il faut adapter les endroits pour qu'ils conviennent à tout le monde. Mais c'est une forme d'inclusion qui répond en fait à la richesse de la société d'une manière générale. C'est pas que les enfants, en fait, c'est tout le monde. Il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble. On sait petit à petit individualiser, on vit chacun dans nos petits coins et l'autre est forcément un problème. Ça marche pas. En tant que société, ça ne marche pas. J'ai une anecdote qui me vient, alors je me dis tiens, pourquoi pas la partager, mais qui illustre aussi ce qui peut se passer, ce qui peut interpeller selon le parent qu'on est. Mais j'étais dans un célèbre magasin de meubles suédois, le genre d'endroit où généralement on finit toujours quand on y va en couple par se disputer, on ne sait pas pourquoi, surtout au rayon cuisine. Et donc là, je vois passer un papa avec dans le caddie 2 enfants vraiment en très bas âge, 1 et 2 ans. Et donc il poussait le caddie comme ça, et là je regarde un peu plus la scène et je vois les enfants avec chacun un téléphone dans la main sur un écran, un casque sur les oreilles. Et j'y pense souvent à cette scène parce qu'en fait je me disais mais en fait dans quelle mesure, c'est-à-dire que certes il va passer son dimanche après-midi peut-être plus calme que le mien, parce que voilà, il y aura mais les enfants, eux, n'ont même plus conscience ils apprennent plus autant, ces enfants-là, en tout cas, à vivre
dans le monde de maintenant, en fait. Donc, c'est-à-dire que peut-être parce qu'il y a cette forme de pression des enfants qui doivent impérativement rester calmes, tranquilles, sages, que ça oblige à certaines situations aujourd'hui. Ouais, en fait, bon, le problème des écrans, c'est un problème vraiment gigantesque. Mais en fait, ça va dans la même idée que on cloisonne. Donc il doit y avoir un temps pour les parents, il doit y avoir un temps pour les enfants, et tout ça ne doit pas se mélanger. Donc si par malheur ça se mélange, eh ben oui, on met les enfants devant un écran pour être tranquille. En réalité, ce qu'il faudrait imaginer, ce serait que dès le début de la vie, en fait, on vive tous ensemble. C'est pas les parents font vite quelque chose et ensuite on fait une activité pour les enfants. Les enfants, ce qui les rend heureux, c'est de faire des choses avec leurs parents. Et donc, d'aller dans ce magasin de meubles suédois, en fait, ça pourrait être une activité hyper intéressante pour tout le monde. Il ne faut pas à tout prix chercher à faire des activités pour ses enfants. Il faut les inclure dès le début à la vie de tout le monde. Et c'est là qu'on crée, encore une fois, un socle de sécurité, de l'affection, tout ce dont un enfant a besoin dans ses premières années de vie et pour toute sa vie, en fait. Hein. Si on est dans le vivre ensemble, dans l'empathie, on fait des gens plus équilibrés. Dans cette édition 2026 de J'élève mon enfant, Clémence Pernaut, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, on ne va pas faire page par page, mais grosso modo. Alors, on vient d'en parler, les écrans, ça fait partie des choses que j'ai voulu retravailler, parce qu'on en parlait déjà, évidemment, hein, ça fait quelques années qu'on parle des écrans dans les ouvrages, mais c'est vrai que je l'ai axé un petit peu différemment, parce que pas d'écran avant 3 ans, on le sait, c'est la règle. En fait, même pas d'écran du tout, si possible. En réalité, c'est impossible parce que des écrans, il y en a partout. Mais ne pas en proposer à la maison, c'est quand même super. Ça, c'est la base. Mais en fait, avant ça, il faut se poser la question des écrans des parents. Et ça, on a moins tendance à le dire parce qu'on n'a pas envie de le dire, parce qu'en fait, on en est tous au même point, on est tous complètement accros, et parce qu'ils sont très forts pour ça, et voilà. Le vrai problème des écrans des parents, c'est que dans les premiers instants avec le bébé, ce dont le bébé a besoin, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est comme ça que l'enfant se construit, c'est comme ça que son cerveau se développe. Le professeur Brazelton, avec qui ma grand-mère avait travaillé, est un des premiers aux États-Unis à avoir parlé de la compétence du nouveau-né. C'est quelque chose d'assez fascinant. En fait, toutes les petites mimiques trop mignonnes que fait le petit bébé, c'est pas du tout parce que c'est un petit être trop mignon. Enfin, si, mais c'est une stratégie pour lui, pour que l'adulte qui est en charge de lui s'intéresse à lui. C'est pour que, effectivement, l'adulte dise « Oh, mais il est beaucoup trop mignon ». Et parce que ça va créer de l'échange. En fait, il entre en communication. Et plus il y a des échanges entre eux, plus le bébé va se développer, plus il va faire du miroir, comprendre et surtout repérer qui sont ses figures d'attachement. Donc ce lien-là, il est fondamental. C'est vraiment la base du développement de l'enfant qui va lui servir toute sa vie. Et le problème, c'est qu'avec nos sociétés où on a toujours un écran pas loin, eh ben ce lien-là, il est altéré, voire rompu totalement. Et là, je parle du tout petit âge. Mais plus tard, quand l'enfant grandit, et que son parent, sa figure d'attachement, n'importe qui autour de lui, est complètement absorbé par un écran, eh ben, le délai de réponse va être de plus en plus long, et surtout l'enfant va se dire « ma figure d'attachement n'est pas fiable, elle ne répond pas ». Il ne s'agit pas de répondre dans l'instant à chaque sollicitation de l'enfant, mais il s'agit quand même d'être fiable. Et donc, les écrans, mais en fait, on peut parler de ça entre une relation parent-enfant, mais en fait, entre adultes aussi, hein, on le voit bien. Qui n'a pas vu des scènes au resto où tous les adultes sont sur leur téléphone ? Bon. Donc voilà, ça fait partie des choses dont j'ai voulu parler. Et en sous-jacent de tout ça, je voulais reparler de l'ennui qu'on a complètement oublié. Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, je passais des journées, mais mes parents travaillaient à la maison, donc quand on partait en vacances, ils prenaient l'ordinateur, ils prenaient tout, et ils bossaient toute la journée. Et ben moi, je passais mes journées à fabriquer plein de trucs, à inventer des tas de trucs, parce qu'en fait, j'avais rien de prévu. Aujourd'hui, il faut faire un planning de ministre aux enfants, leur faire des activités matin, midi, soir, et l'ennui n'a plus aucune valeur, alors qu'en fait l'ennui est vraiment, vraiment très important. L'imagination vient de l'ennui, tout le côté créatif se développe à ce moment-là.
Et on l'a dévalorisé parce que non, il faut remplir. Et donc j'ai fait un petit éloge de l'ennui pour rappeler à quel point c'est important de s'ennuyer et de ne pas remplir systématiquement l'emploi du temps. Voilà, ça fait partie des 2 nouveautés qui me tenaient à cœur. Et le sommeil, évidemment, ça, je voulais absolument le reprendre. C'est tout à fait égoïste. On était en galère avec le sommeil de Cléo. Et donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais peut-être aller chercher quelqu'un. Et c'était hyper intéressant. J'ai travaillé avec Agnès Guénin, qui est psychomote et qui est accompagnatrice dans la parentalité d'une manière générale, et avec qui on a revu tout. Encore une fois, qu'est-ce que c'est un enfant, de quoi il a besoin, à quel moment est-ce que il est capable d'apprendre les choses et il a besoin de développer des choses par lui-même, parce que tout le développement de l'enfant, c'est au début de répondre immédiatement à ses besoins, et puis petit à petit, de lui apprendre à lui-même trouver des stratégies, trouver des choses. Et en fait, lui, il adore ça. Très vite, un enfant, il commence à dire « Ah non, c'est moi. Non, moi, c'est moi qui fais. » Et donc, à ce moment-là, il y a plein de choses à découvrir, à développer avec lui. Enfin voilà, tout ça, c'est hyper intéressant. Et Cléo dort. Bon, ah ouais. Et ouais. Donc voilà, rien que pour ça, dès l'édition 2026, on vous dit. J'ai une autre question, un peu égoïste, mais je me dis quand même, je tente le coup. Moi, j'ai ma fille qui grandit, 10 ans, forcément, préadolescence qui se dessine un petit peu, l'adolescence derrière, le vertige intérieur. J'ai l'impression de revivre un peu ce grand vertige que j'ai éprouvé à sa naissance. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une zone inconnue, d'ombre. J'ai peur, elle rentre au collège et je me dis pareil, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas la suite. Je me verrais bien avec, là, j'attends un enfant, c'est fait, j'élève mon enfant. Et la suite, j'aimerais bien que tu puisses y réfléchir, nous aider aussi là-dessus. Cléo va grandir. Ouais. Enfin, peut-être que j'y vienne. Elle a quel âge, là ? Elle vient d'avoir 3 ans. Oh là là, va falloir que j'attende, ce sera trop tard pour moi. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Non, mais c'est vrai, on y pense peu, en fait. Déjà, on n'est pas forcément hyper accompagné quand on revient de la maternité. Moi, je me rappelle encore du le vide intersidéral. Le vide, moi, j'ai l'impression... Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, qu'ils étaient fous. Je nous revois rentrer à la maison avec notre fille et on a pleuré avec mon conjoint, mais de solitude, de panique. Je comprenais pas qu'il n'y ait pas un service, je mets ça entre guillemets, après-vente. Quelque chose, quoi. Alors, il y en a un maintenant. Il y en a un ? Il y a la sage-femme qui vient te voir le lendemain de ta sortie, puis 2 jours après, puis 3 jours. Et puis, il y a les PMI, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont des lieux incroyables où il y a tous les professionnels. Donc, il y a des choses. Mais c'est vrai que les gens ne le savent pas tellement. Donc, il y a des livres. Voilà. Mais oui, l'adolescence, bien sûr. La préadolescence d'abord. J'ai plein d'idées. J'aimerais bien. Franchement, on en a besoin. Merci beaucoup, Clémence Pernoud. Je rappelle le titre de cette nouvelle édition 2026. Donc, il y a J'attends un enfant et J'élève un enfant, dans la continuité du travail initié par ta grand-mère, Laurence Pernoud. Merci de prendre le temps d'accompagner les parents dans cette étape de vie si particulière. Devenir parent, c'est absolument immense, c'est bouleversant, c'est parfois un peu vertigineux. Et c'est vrai qu'au milieu de la nuit, par exemple, quand le doute s'invite, c'est rassurant de ne pas forcément chercher une réponse sur Internet, mais d'avoir simplement un livre à ouvrir, un compagnon fidèle posé sur une table de chevet. Et puis ces livres qui traversent aussi le temps, c'est aussi sans doute pour ça que ça rassure autant. Ils ont déjà accompagné des générations avant nous et ils continueront, je l'espère, à accompagner celles qui viennent. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je te souhaite, Clémence. Merci d'être venue dans Bien-être par RZN. Un grand merci, à bientôt. À bientôt.